Je vous remercie d'avoir accepté de venir écouter cette première conférence d'un cycle qui m'intéresse en tout cas moi beaucoup et j'espère qu'il va vous passionner. Je remercie donc le directeur de la galerie, Fernand Léger. Au demeurant, c'est une galerie que je fréquente autant que je peux, dans la mesure où j'habite assez loin, mais une galerie fondamentale pour moi parce qu'elle s'intéresse aux questions d'espace public, globalement parlant. Et donc, au travers de ce prisme, il est évident que tout peut m'intéresser. Je remercie aussi Tania, je remercie Marie, je remercie tout le monde. Voilà, ce qui n'est pas du tout, comment dire, extérieur à mon propos, c'est absolument fondamental. Aujourd'hui, qu'on essaye de travailler en commun ou qu'on essaye de mettre en relation des travaux qui sont un peu dispersés et qui méritent autant que possible d'être rassemblés et de pouvoir servir aussi à des formations comme la vôtre. Alors, comme vous l'avez sous vos yeux, j'ai intitulé cette intervention « L'art public dans tous ses états et État ». Alors, vous avez compris qu'il y avait un jeu sur les termes État avec un E minuscule, État avec un E majuscule. Les États minuscules sont plutôt les États sensibles, les relations entre les personnes et autres. L'État avec un E majuscule fait appel à la question justement des financements publics, du rôle public attribué à telle ou telle œuvre ou des choix ou des décisions, etc. Tous ces éléments dont il faut évidemment rediscuter. Je vais, pour développer mon propos, m'appuyer sur mes travaux, ça c'est très évident, dont le dernier avatar, vous l'avez vu, est cet ouvrage Circumnavigation en art public à l'ère démocratique. Enfin, chaque mot compte parce que chaque mot permet de cerner un champ de réflexion et il ne s'agit pas du tout d'un livre d'histoire générale d'art public de l'Antiquité à nos jours. Il s'agit de problèmes extrêmement précis, en quoi effectivement je suis soutenu par mes travaux généraux qui portent sur la philosophie politique et sur les difficultés de la démocratie, notamment aujourd'hui. Ce que je voudrais essayer de faire avec vous, c'est de brosser une sorte de traversée des problèmes qui sont posés à notre cité aujourd'hui et qui trouvent ou non, parce que c'est ça qui m'importe, les deux dimensions, qui trouvent ou non leur solution dans des œuvres d'art public ou dans des projets ou dans des propos autour de l'art public. Autrement dit, je ne vais pas du tout vous proposer un défilé de tous les visuels possibles des questions d'art public, de commande publique, d'art et de la ville, d'art et ville, etc., parce que ça n'aurait strictement aucun sens. J'ai axé mon propos sur un point particulier, celui-ci, ce rapport entre les questions politiques et les questions de lieux publics et d'espace public. Voilà, donc c'est un parti pris et il est bien évident que tous mes autres collègues dans les conférences différentes vont décliner les choses différemment et c'est extrêmement intéressant de voir comment les choses se déclinent différemment et comment elles peuvent être interprétées. Au passage, parce que j'y reviendrai autrement tout à l'heure, mais dans des choses qui sont un peu plus vieilles, je précise que ce sont toujours des enjeux aujourd'hui, ne serait-ce que si on pense à l'aventure du parc Simone Veil à Hermont-Aubonne d'il y a 3 ou 4 jours, que vous n'avez peut-être pas vu, vous n'avez peut-être pas pris conscience immédiatement, mais vous regarderez dans la presse, il y a un véritable enjeu autour de ce qui avait été proposé par un artiste qui était tout à fait problématique. Donc il y a bien une actualité, et puis autre actualité, c'est la surprise en débarquant du train tout à l'heure. Il y a une exposition d'art public de la ville de Paris qui s'ouvre, je crois, vendredi. Pas aujourd'hui, mais bon, si vous voulez boire du champagne, vous allez au vernissage vendredi et l'exposition court jusqu'en janvier, je crois. Je n'ai aucun parti pris sur l'intérêt de l'affaire. Ce qui m'intéresse, c'est cette conjonction. Voilà, aujourd'hui, on fait ça ici. Demain, il y a une exposition qui s'ouvre, un livre qui sort, etc. Donc, et puis, des problèmes très concrets qui se posent. Je viens de citer le parc Simone Veil. Voilà. Bon, si vous voulez une ressource de référence, une parmi des milliers d'autres. Je ne vais pas non plus vous renvoyer au livre, le seul, l'unique, etc. Mais celui-là me paraît à la fois synthétique, intéressant, complet par rapport à la période 1982-2020. Il vous présente à la fois des problèmes, des fiches sur les artistes, etc., etc. Donc vous avez là des ressources pour travailler qui me paraissent absolument fondamentales. Donc à partir de là,
Et je vous proposerai 2 ou 3 autres livres, mais de façon très, très brève. À partir de là, je voudrais suivre un parcours. Ce qui m'intéresse, c'est le parcours. Donc, n'imaginez pas que je vais vous embarquer pendant des heures sur chacun des thèmes. On va aller relativement vite. Il s'agit de pointer des choses, à charge pour vous ensuite de reprendre, de retravailler, de réfléchir aux problèmes qui sont posés. Je vais commencer par un certain nombre de difficultés autour de l'art public, parce que contrairement à ce qui se fait habituellement, où quand on veut vous présenter des œuvres, on vous présente des chefs-d'œuvre, moi, ce n'est pas du tout mon problème. Mon problème, c'est d'abord de vous présenter des problèmes. Et c'est à partir des problèmes que finalement, on pourra faire quelque chose. Bon, ensuite, 2-3 mots sur une certaine actualité, mais qui aujourd'hui est un peu vieillie, vous allez le voir. Je voudrais dire 3 mots sur mon livre, la circumnavigation, puis rentrer, alors là, à fond dans le problème du rapport entre l'art public et l'ère démocratique en faisant un certain nombre de démonstrations, dont une en 5e partie qui porte sur le thème « Il n'existe pas d'art public sous tous les régimes politiques ». Autrement dit, ce n'est pas la peine de chercher de l'art public du pariétal supérieur à nos jours. Ça n'a strictement aucun sens. Voilà, si c'est l'ère démocratique, ben, il faut choisir. Il n'y a pas des démocraties partout, etc. Même si le mot... enfin bon, je vous montrerai ça tout à l'heure. M'arrêter ensuite sur les légitimations concernant l'art public. Je crois que ça, c'est un problème de citoyennes et de citoyens, donc d'espace public. Tout ça mérite des réflexions, des discussions, des débats que vous entreprendrez d'une façon ou d'une autre dans la succession des conférences. Et enfin, je m'arrêterai sur aujourd'hui, et puis l'un des problèmes qui a fait l'actualité et qui me paraît décisif et ultra intéressant, le problème des déboulonnages des œuvres dans les lieux publics au profit de l'espace public. Je retravaille sur toutes les notions sur lesquelles il faudra revenir. Alors, premier point donc, différents conflits. Là, je vais passer vite. C'est juste pointer un certain nombre de choses qui doivent être réfléchies, qui posent des problèmes, qui font appel à vos réactions. En l'occurrence, un premier problème basique, celui-là, les cartels auprès des œuvres. Bon, celle qui vous dit il ne faut surtout pas monter sur... Alors là, c'est la bicyclette de Claes-Oldenburg au parc de la Villette. Donc, il y a un enjeu. Voilà, on parle des lieux publics, on parle des lieux publics sous publicité ou sous problème du public. Et bien, ça concerne aussi nos propres comportements. Qu'est-ce qu'on peut faire devant une œuvre, face à une œuvre, dans une œuvre, etc. Est-ce qu'on peut tout se permettre ou pas tout se permettre? Au passage, la plupart des commanditaires, en général, ou des municipalités, oublient qu'à côté d'une œuvre, il faut mettre le nom de l'artiste, il faut mettre, pourquoi pas, le nom de l'œuvre, etc. Vous pouvez parcourir toute la France, vous allez user vos baskets à chercher qui, etc. Et même pire, il m'est arrivé une fois, rencontrant des œuvres, les prenant en photo, ne sachant pas de qui il s'agit ou pas de certitude sûre, etc., de téléphoner à la mairie, puisque je savais que c'était la mairie qui l'avait commandé, et de m'entendre répondre « Ah bon, nous, on a mis ça en public, etc. » Enfin, vous voyez, le genre de conversation dont on ne veut pas sortir. Voilà, c'est vous dire qu'il y a quand même un certain nombre de problèmes. Quand les médias s'en mêlent, c'est pire que tout. Voilà, Vasconcelos, vous savez, à Paris, à la porte de Clignancourt, en l'occurrence, le lendemain, mon Dieu, ça nous a coûté les yeux de la tête, c'est affreux, l'argent public s'en va vers n'importe quoi, etc. Je ne cherche pas à vous parler de la qualité de l'œuvre. Là, à l'instant, c'est pas ça mon problème. Mon problème, c'est, voilà, il y a des problèmes de rapport public autour des œuvres, et ces problèmes-là, on ne peut pas les laisser de côté quand on est réfléchi. Alors, quand on est artiste, on peut se dire, c'est pas grave, mais pour nous, à l'extérieur, c'est extrêmement intéressant. Voilà, vous savez qu'il y a des chaînes de télévision qui sont un plaisir de faire des émissions sur combien ça nous coûte les yeux de la tête, c'est horrible, arrêtez tout, etc., etc. Imaginons au passage que telle somme va directement dans la poche de l'artiste, alors que c'est bien plus compliqué que ça, puisque sur des sommes telles qu'elles sont évoquées en général, il y a aussi la mise en place, il y a aussi la fonte, il y a aussi, enfin bon, mille choses derrière, mais peu importe. On se heurte aussi à des problèmes de censure, ça c'est un exemple particulier. Je n'ai pas pris les plus célèbres, bien sûr. Ici, à Oulins, il y a 2 ans, une sculpture qui avait été commandée à un artiste par une municipalité. La municipalité changeant, l'œuvre a été supprimée, et donc la question, savoir censure, pas censure, etc. Ce sont des problèmes auxquels on se heurte, évidemment, dans les lieux publics et dans l'espace public. Autre cas, et c'est très important parce que vous allez voir la différence avec le problème suivant. Ici, une œuvre consacrée
consacré à Abdelkader. Alors, vous ne savez peut-être pas qui est Abdelkader, mais c'est le grand résistant, le grand chef des résistances à la colonisation française en Algérie, qui a été mis en prison, puis transporté à Amboise. À Amboise, il a vécu 2 ans ou 3 ans dans les cachots de la forteresse d'Amboise. Ce qui m'intéresse, voilà, ça c'est le fond de l'affaire si vous voulez, mais c'est qu'ayant mis là, il y a 3-4 mois, une œuvre consacrée à Abdelkader, le lendemain, elle a été entièrement détériorée, et je précise, de façon anonyme. Et ce qui m'intéresse, c'est justement la différence avec la suivante. Vous avez entendu parler des déboulonnages, mais la propriété des déboulonnages, c'est qu'ils ne sont pas anonymes, ceux-là, mais qu'ils sont revendiqués et qu'ils réfèrent à un certain nombre de choses qui sont revendicables, quitte à ce que vous discutiez de la légitimité de la revendication. Bref, voilà, vous vous trouvez devant un certain nombre de problèmes qui me paraissent exister extrêmement importants dans, dans les espaces que nous connaissons en France, disons, et même j'élargis à l'Europe, et voilà 3 exemples de problèmes qui se posent. Et très curieusement, à contrario de la manière dont nous posons les problèmes, puisque comme vous allez le voir, le problème de l'art public tel que je vais le poser consiste à s'intéresser au roman national et à la manière dont les artistes contemporains détissent le roman national. Vous avez l'inverse ici, c'est comment un certain nombre de jeunes pays qui émergent comme nations désormais autonomes cherchent à construire dans les lieux publics et les espaces publics des œuvres qui sont des célébrations d'une nation devenue autonome. Dans l'ordre, vous avez la plus grande, c'est l'Ukraine. Pascal Martin Taillou, en l'occurrence, une œuvre qui, lorsque les Russes ont envahi l'Ukraine, a été pulvérisée par les soldats ukrainiens. Je ne sais pas si vous sentez le conflit. Ce qui m'intéresse, c'est le conflit. C'est une œuvre qui avait été travaillée par les Ukrainiens pour célébrer la place Médane, l'autonomie et l'indépendance par rapport à la Russie, et les Russes qui, etc., et donc démolissent, etc. Il y a des conflits de ce type en permanence dans l'espace public. Les 2 autres vous renvoient à des choses que vous connaissez aussi, c'est-à-dire le Kosovo. Alors le Kosovo, c'est la petite photo d'en bas. C'est donc... Non, excusez-moi, je suis en train de dire des bêtises. Le Kosovo, c'est la première en haut. Il s'agit d'un problème que vous avez peut-être entendu se dérouler dans la presse, l'idée que le Kosovo, en acquérant son indépendance, cherche désormais à s'identifier comme pays, comme nation indépendante, etc. etc. Donc, convoque des artistes, fait travailler les artistes kosovars autour de cette idée. Et là, vous avez une photo qui date de cet été, la Biennale 14 de Pristina, dans laquelle le problème a été discuté, posé, notamment, je répète, par des artistes kosovars. C'est extrêmement important. Donc, c'est l'inverse de nous. C'est eux, ils tissent ce que nous, d'une certaine façon, nous cherchons à détisser. Je vais le montrer tout à l'heure. Et la dernière photo, donc tout en bas, il s'agit de la Lettonie. Et la Lettonie, c'est un autre cas. C'est un pays dont vous savez qu'il était sous domination russe, qu'il est devenu complètement indépendant de la Russie, que les Russes en sont partis. Mais il y a une communauté russe lettonne. Voilà. Et donc, ils avaient commandé un monument qui est là en dessous et qui a été pulvérisé il y a quelques mois, au moment de l'invasion de l'Ukraine par les soldats russes. Voilà. Donc des tensions, c'est ça qui m'intéresse, je vais passer vite. Des tensions, il y en a énormément du côté de l'art public et des questions qui nous sont posées. Alors parmi les problèmes, moi je voudrais en évoquer quelques-uns, fût-ce brièvement. Je m'arrête donc quelques instants sur ces problèmes. Je crois que le premier problème, c'est que chacun d'entre nous doit apprendre à se laisser solliciter par les œuvres chaque fois qu'il les rencontre. Et c'est extrêmement difficile, d'abord parce qu'on passe devant elles de façon indifférente. Bon, vous allez au boulot, à l'université, je ne sais pas quoi, vous passez devant... En fait, si vous vous arrêtez et vous regardez, vous allez voir que vous passez devant de très nombreuses œuvres. Bon, est-ce qu'on s'arrête? Est-ce qu'on ne s'arrête pas? Quand on s'arrête aussi, très souvent, on croit, en tout cas, les enquêtes le montrent assez bien. On faisait une enquête tout à fait empirique, hein, moi, avec mon magnétophone, tranquillement,
devant les œuvres. Quand vous interrogez les personnes, très souvent, elles tiennent un discours sur le thème bon, il n'y a pas eu de discussion avec ces œuvres-là, alors curieusement qu'on en trouve énormément du côté de l'art contemporain. En fait, ce n'est pas vrai du tout. Si vous faites l'histoire des œuvres telles qu'elles sont posées depuis la République dans les lieux publics, vous apercevez que des débats, il y en a toujours eu. Et il y en a de féroces et de bien plus féroces qu'on ne le croit. Il faut reprendre les journaux des époques considérées pour s'apercevoir que ça ne va jamais de soi. J'entends dans l'espace républicain qui est le mien. Ça, c'est une première chose. Donc, voilà, il faut s'intéresser à la décision qui a rendu possible la dépose d'une œuvre dans les lieux publics. Est-ce que cela s'est opéré autour de débats qui sont esthétiques, artistiques, seulement politiques, etc. Vous avez tous les genres, mais je pense qu'un petit travail là-dessus est tout à fait intéressant. Deuxième question qui se pose, deuxième problème qui est posé à chaque fois devant par rapport aux œuvres, en l'occurrence, c'est quelle publicité a accompagné finalement la mise en place de telle œuvre et son objectif. Quelle publicité? Alors je l'emploie au sens technique du terme, philosophique du terme. La publicité, c'est pas la réclame, hein, ce que les philosophes distinguent la réclame et la publicité. La réclame, c'est ce que vous avez dans les rues pour tel ou tel produit de consommation. La publicité, c'est l'incitation à des débats. Donc, ce qui m'intéresse, c'est quels débats ont été incités au moment où telle autorité a décidé de mettre une œuvre en public. Et là aussi, si vous vous intéressez à cette affaire-là, quand vous fouillez les registres municipaux, vous apercevez les comptes rendus d'audience, etc., vous apercevez qu'il y a des discussions absolument extraordinaires et très importantes, comme il y en a quasi toujours eu autour des œuvres d'art. Je ne vais pas vous donner des exemples, il y en a des milliers de ce genre. Dans le cadre, autre problème, dans le cadre de l'art public, donc, quel lien y a-t-il avec une opération constitutive de la République? Dans quelle mesure la République cherche à produire un art public pour célébrer la République? Quel est ce rapport qui se constitue entre finalement l'art public et la République ou la démocratie en l'occurrence? Après, ça dépend des figures que vous voulez prendre en charge. Et on s'aperçoit que ce qui est en jeu, et je vais garder ce thème finalement tout le long de mon exposé, le fil conducteur, c'est le problème de la narration publique. Quelle narration veut-on proposer au public? Quelle narration autour de la cité? Quelle narration autour des différentes républiques? Alors, quand je parle de narration, il faut que vous compreniez juste la chose suivante à laquelle je pensais tout à l'heure en buvant mon café, là. C'est ce qu'on appelle une narration dans ce cadre-là, narration nationale, narration autour de la République, narration autour de la démocratie. Ce sont des faits de langage qui sont en jeu et des faits de langage dont la propriété qu'ils produisent la cité. Voilà, c'est aussi banal. Je prends un exemple qui n'a rien à voir, mais pour essayer de vous faire comprendre. Je suppose qu'à force de lire ou d'entendre parler d'Odyssée d'Homère, vous avez compris que Ulysse, c'est un personnage de papier. Voilà, c'est un personnage de papier, c'est tout. C'est pas la peine de lui chercher une psychologie qu'il n'a pas. C'est un personnage de papier. C'est ça une narration. La narration invente un déroulement dans lequel les choses prennent sens à dessein de ceci ou de cela. Voilà. Quand vous mettez en public, je ne sais pas quoi, moi, une statuaire figurative référant à des événements, je vais vous en montrer, vous entretenez une certaine narration. Vous proposez des valeurs, vous proposez des références, vous proposez un certain nombre d'éléments qui forment une sorte de performativité du langage, qui est un langage muet, le langage des œuvres, j'entends, mais cette performativité produit des effets dans la mesure où, d'une certaine façon, ces narrations produisent un monde. Le monde dans lequel nous acceptons de vivre provisoirement, à charge pour vous d'en discuter lorsque vous voulez discuter de l'espace public et dans l'espace public. Alors, il y a un certain nombre d'autres questions qui se posent. La question, par exemple, de savoir comment s'opère, maintenant, je suppose que c'est assez facile pour vous de travailler là-dessus, comment s'opère le passage de l'espace public au lieu public, et l'inverse, comment s'opère le passage des lieux publics
à un espace public. Quelle est la prégnance en même temps? Quelle est la prégnance des œuvres sur l'esprit des citoyennes et des citoyens? Quelle est leur intensité affective? Si vous voulez distinguer les deux, la prégnance pouvant référer plus facilement à des œuvres de type figurative, mais l'intensité affective pouvant renvoyer plutôt à des œuvres, disons, abstraites, même si je déteste ces critères, mais c'est assez commode pour parler des choses. Quel rapport aussi aux artistes? Ça, c'est un problème qui est toujours posé dans ces cas-là. Est-ce que les œuvres sont mises au service de quelque chose, de l'animation publique, d'une certaine tradition, de ceci, de cela, etc. Ça, c'est un bon fil conducteur. J'ajoute quand même, parce que c'est assez symptomatique des difficultés que nous avons aujourd'hui, l'étude nécessaire de la parité homme-femme, à la fois dans le nombre de femmes artistes qui ont bénéficié d'une œuvre publique ou d'une commande publique et par rapport au nombre d'artistes masculins, évidemment. Alors, vous pouvez dire ça s'améliore, etc. C'est incontestable. Mais enfin, bon, dans l'histoire, pour l'instant, la parité n'est absolument pas assurée. Même l'histoire courte que je prends en charge ici, c'est-à-dire, grosso modo, la Révolution française jusqu'à nos jours. Bon, finalement, comment penser aussi l'indissociabilité entre le problème de l'art public et celui du public de l'art? Alors, ce n'est pas un jeu de mots, ce n'est pas comme la vache qui rit, c'est un problème absolument central. Je ne pense pas qu'on puisse poser le problème de l'art public sans poser simultanément le problème du public de l'art. Voilà. De quoi s'agit-il? Quelle est la visée? Quelle est l'adresse? Puisqu'il s'agit, dans tous les cas, d'art d'exposition au sens où on en a déjà parlé. Enfin, quelle place pour les débats qui débordent le moment de la dépose de l'œuvre. C'est-à-dire, par exemple, aujourd'hui, il y a des discussions sur telle œuvre qui a été mise en place au XIXe siècle. Mais vous apercevez bien que ce ne sont pas les mêmes débats que ceux qui ont eu lieu à l'époque de la dépose. Quelle est la distance qui nous sépare de ces types de discours et comment nous nous situons justement dans cette différentielle de discours? C'est très important parce que ça conditionne toute la réflexion sur notamment les déboulonnages sur lesquels évidemment je vais dire deux mots tout à l'heure. Si vous cherchez des références ultra récentes autour de ces questions-là, je vous en propose deux parmi de très nombreuses autres. Voilà, vous les avez sous les yeux, c'est facile. Le livre bleu, en l'occurrence, a 8 jours, donc il n'est pas très très vieux. Il est intéressant. L'autre est plus technique, plus historien de l'art lourd, mais tous les deux sont extrêmement intéressants. Voilà. J'ai fait le tour de quelques problèmes pour aborder maintenant l'actualité de la commande publique. J'ai dit tout à l'heure que mes références, maintenant, sont des visuels qui datent quand même d'il y a 1 an ou quelque chose comme ça. Un premier document, un document gouvernemental, là on est en plein dans les problèmes de la commande publique, qui s'est concrétisé par 264 œuvres qui ont été commandées, qui ont été discutées, qui ont été choisies, qui ont été rémunérées, etc., qui, pour une partie d'entre elles, cherchent une destination. Voilà, donc si vous êtes maire, c'est le moment ou jamais de vous précipiter sur cette liste et puis de faire votre petit marché. Non, ce n'est pas vrai pour toutes les œuvres, mais enfin, c'est bon. La question, et c'est quand même une question centrale, et c'est une question qui vous concerne tous, moi compris, comme citoyennes et citoyens, c'est qu'est-ce qu'on sollicite dans cette affaire-là. D'autant plus qu'il s'agit en général de s'intéresser, à, c'est le titre même de la commande, au réenchantement des lieux publics. Or, vous ne pouvez pas être indifférent au fait qu'il s'agit d'abord et primordialement de la sortie des confinements. Voilà. Bon, alors, qu'est-ce qu'on réenchante comme monde et de quel monde réenchanté veut-on parler, indépendamment du fait, ça c'est un autre aspect, mais forcément important, que l'affaire concernait effectivement le ministère de la Culture lorsqu'il a été, sollicité pour donner du travail à des artistes qui ne travaillaient plus pendant tout le confinement, etc., etc. C'est qu'il y a une dimension non moins importante du problème. J'ajoute un autre aspect de cette question-là, le changement, les transformations des campus.
qui font appel désormais à des artistes. Il y a des budgets qui sont réservés à ces possibilités et qui, voilà, moi j'ai travaillé sur le campus de Grenoble, là-bas, avec Jean-Pierre Reynaud, etc., bon, un certain nombre d'œuvres, mais c'est vous dire que, bon, on se trouve devant des questions qui vous concernent, pas seulement au titre d'étudiants, mais au titre de citoyennes et de citoyens. Enfin, vous avez un même mouvement très général aussi aujourd'hui sur les places publiques et des transformations des places publiques. Ça a eu lieu à Lyon, ça a eu lieu à Paris, notamment autour du Panthéon, c'est vrai, dans un certain nombre de lieux. En tout cas, intéressez-vous à cette affaire, parce qu'il y a vraiment un mouvement général. Celui-là date d'il y a maintenant un an et demi, mais ça ne cesse de reprendre. Alors, ce qui m'intéresse, c'est quand même de poser des questions, et je voudrais passer là des faits. Donc, ce que je vous ai cité, ce sont des faits, passer à des questions et des questions philosophico-politiques. Je crois que ce qu'il faut interroger primordialement, c'est donc le vocabulaire qu'on utilise. Dans tout ce que je vous ai montré, les documents, en général, travaillent sur réenchanter, sur réembellir ou embellir. Bon, la question, c'est quand même, mais qu'est-ce qu'on va réenchanter? Qu'est-ce qu'on va embellir? Est-ce qu'on va embellir la ville? Est-ce qu'on va embellir un lieu? Est-ce qu'on va embellir les citoyens? Est-ce qu'on va embellir la société? Alors qu'à une époque où la société, comme vous le savez, est traversée par des conflits majeurs. Qu'est-ce qu'on veut embellir, etc. Ce sont les titres que je vous ai montrés. Et c'est les titres autour desquels s'articulent un certain nombre de recherches qui ne sont pas toutes les recherches possibles. J'ai choisi évidemment un axe. Veut-on faire travailler simplement faire travailler des artistes après le Covid et après les confinements pour essayer de rattraper tout ce qui n'a pas pu se faire pendant cette période-là? Ou est-ce qu'on a des visées différentes? Est-ce que la parité est respectée? En l'occurrence, j'ai vérifié, la parité est quasiment respectée dans ce qui vous est proposé, mais enfin, ce n'est pas si évident que cela. Est-ce qu'on assiste à des projets qui redistribuent les lieux potentiels de dépôt des œuvres ou de travail de participation, etc. Enfin bon, ce sont quand même des questions qui se posent et auxquelles vous devez essayer, je pense, de répondre. Et enfin, une dernière, dans quelle mesure cherche-t-on, au travers de tous ces propos, de ces propositions, à changer ou à transformer le roman national? Le roman national, c'est-à-dire les justifications, les légitimations qu'on donnait jusqu'à maintenant à la République et au rapport entre la République et la démocratie dans le contexte qui est le nôtre. D'où d'ailleurs le flottement, mais pas négatif, des expressions qu'on utilise: art public, art dans la ville, art et ville, l'art renouvelle la ville, enfin toutes ces expressions qui méritent d'être prises au sérieux, d'être travaillées. J'en profite pour dire, pour clarifier un certain nombre de choses, que techniquement, en tout cas, vous pouvez évidemment faire changer les choses, techniquement en tout cas, et rigoureusement, art public ne désigne que des œuvres qui bénéficient de fonds publics. Voilà. C'est très important, ça n'a peut-être aucune importance à un certain niveau de discussion. C'est en revanche très important quand vous êtes devant des contestations publiques et des contestations qui vont jusqu'au juge, parce que le juge, lui, n'a qu'une référence légale, c'est la définition de l'art public juridiquement codifiée dans les textes. Or, n'appartiennent juridiquement, je répète, à l'art public que les œuvres qui ont bénéficié de fonds publics. Voilà, c'est tout. Donc, vous pouvez ensuite faire rentrer dans le raisonnement mille et une autres choses. Passons donc à un troisième point. Le livre 2 minutes, je ne vais pas du tout vous ennuyer avec ça, je le tiens à votre disposition tout à l'heure si vous voulez, mais je voudrais quand même dire un certain nombre de choses. La première, c'est que c'est un travail très particulier puisqu'il a été accompli avec des artistes. Bon, c'est évidemment moi qui ai la responsabilité de tout, du discours, etc. Mais c'est un travail qui a été fait avec des artistes et notamment avec une artiste, voilà, Claire Mauget, dont la vertu, en quelque sorte, par rapport à ce que je viens de dire, est de travailler ici à Ivry. Donc, voilà, c'était pas téléguidé. Je l'ai paru bien avant que je sois invité par Tania, mais il s'avère que le hasard fait les choses de cette façon-là. Donc, Claire Mauget, que je vous laisse découvrir sur Internet, vous trouverez tout ce qu'il faut. C'est elle. Alors, c'est un projet, en l'occurrence, d'œuvres dans les lieux publics. Bon, le livre en question, le voilà, peu importe, juste un élément de réflexion.
Il s'agit en 3 parties de tenter 3 démarches. La première, une démarche autour de l'éducation esthétique et artistique. Bon, comme vous le savez, c'est un enjeu aujourd'hui. Vous êtes au courant, vous savez que l'un des grands fils conducteurs d'une certaine éducation, l'éducation artistique et culturelle, passe justement par les questions d'art, par l'art, avec l'art, etc. Enfin bon, je ne fais pas le détail, mais ce qui m'a toujours frappé dans les propositions qu'on fait en général autour de l'éducation esthétique, c'est qu'elle est toujours posée et vécue de manière linéaire et en quelque sorte téléologique. C'est-à-dire que quand on a présenté quelques œuvres à un certain nombre de personnes, on estime que voilà, elles sont éduquées, c'est réglé. Ce que j'essaie de montrer, c'est que c'est tout à fait le contraire, que ce qui est intéressant, c'est justement les déboires de ces cursus, c'est les incompréhensions, les difficultés, les changements, les mutations, et c'est à partir des changements et des mutations que peut se constituer une éducation artistique qui ne soit pas formatée. Parce que si vous vous contentez d'un certain nombre d'œuvres, vous finissez par formater. Si, au contraire, vous arrivez à montrer qu'il y a toujours des différentiels d'œuvres et qu'à partir des différentiels d'œuvres, vous pouvez construire une culture esthétique, d'une certaine façon, il s'est bien passé quelque chose. Donc voilà, bon, sous la forme d'un roman de formation, je développe l'affaire. Dans une deuxième partie, j'élabore un procès autour des déboulonnages. Un procès éminemment fictif, évidemment. Déboulonnage, c'est-à-dire que j'ai repris toutes les presses de l'époque, d'ailleurs, chez nos voisins qui sont partis, les Britanniques aussi, et j'ai composé donc les discours, les pour, les contre, les manières, etc., mais sous la forme dynamique d'un procès. Ça va être mis en scène au théâtre, sous la forme d'une pièce de théâtre rapide, mais sur la question des déboulonnages. Et puis, dans la troisième partie, je vais grosso modo expliciter, mais très longuement, une partie des choses que je vais essayer de vous montrer maintenant pour avancer dans l'affaire. Donc je passe à des problèmes plus techniques, plus compliqués maintenant, les rapports entre l'art public et la démocratie. Et donc on va commencer par les enjeux. Je commence donc par les enjeux de cette question-là. Alors, premier enjeu, me semble-t-il, il faut reconnaître que l'art public, alors qu'il s'agisse du concept ou des œuvres, à la limite, ça, pour l'instant, ça m'est égal. Il faut donc reconnaître que l'art public est un double résultat historique. Et tant qu'on n'a pas ça en tête, je pense que beaucoup de choses nous échappent. Double résultat historique, il faut d'abord que l'art public ait été conçu et il faut d'autre part que la démocratie ait été conçue. Et la conjonction entre les deux est très marquée historiquement. Grosso modo, elle commence avec la Révolution française. Je reviendrai dans les détails s'il le faut tout à l'heure, mais tant que vous n'avez pas tous ces paramètres-là, le problème n'est plus le même. Je n'ai pas dit qu'il n'existait pas, j'ai dit que ce n'est plus le même. Le deuxième enjeu, c'est qu'évidemment, il faut qu'il existe démocratie au sens technique du terme, c'est-à-dire un type de régime de légitimation dans lequel on donne une place au public. Voilà, parce que démocratie ne peut pas être séparée de public. Je parle de la démocratie moderne, laissez les Grecs et autres de côté. La démocratie moderne contient l'idée de public à la fois comme adjectif et comme substantif, et donc c'est très important. Le troisième élément, pour évoquer une notion qui m'est familière et que je vous propose, c'est de comprendre que l'art public est un résultat anesthétique. Il comporte une dimension esthétique, c'est sûr, il comporte une dimension artistique, mais il est globalement anesthétique parce qu'il implique un certain nombre d'autres acteurs qui participent de l'art public, de la commande publique et autres, et dont on ne peut absolument pas faire fi puisqu'ils sont entièrement pris dans le processus. Autre enjeu, celui de l'élaboration d'un art public qui s'inquiète donc du public de l'art. Ça c'est fondamental. De toutes les façons, vous vous heurtez à ce problème-là chaque fois que dans une municipalité, on se pose la question, est-ce que ça va plaire ou est-ce que ça ne va pas plaire? Je ne sais pas si c'est une question importante, mais c'est une question qui court dans un certain nombre de domaines et qui revient à la question de l'éducation républicaine. N'oubliez pas que je crois qu'il n'existe pas, alors peut-être depuis quelques années, mais il n'existe pas de manuel d'histoire scolaire dans lequel vous n'ayez pas à un moment ou à un autre des visuels d'art public.
Donc, toute personne qui dirait « mais j'ai jamais vu », c'est pas vrai. Enfin, il y a des choses qu'on a vues, on les a oubliées, on est indifférent peut-être, mais elles existent et on peut y référer. Et enfin, l'art public requiert toujours des légitimations. Là, je vais suspendre simplement parce que je reviendrai sur ce problème des légitimations tout à l'heure. Il y a évidemment ambiguïté sur la notion de public dans l'expression art public. Bon, je résume simplement ce que vous connaissez désormais, à savoir que public, c'est un adjectif, bien évidemment, et que en tant qu'adjectif, il est référé à des compositions, donc à art public, etc. Il fonctionne comme adjectif, mais vous avez l'autre aspect, c'est en général celui qui m'intéresse, le substantif, donc le public qui est lié à l'espace public, à la manière dont nous échangeons entre nous, les raisons que nous avons de faire ou de dire ceci ou cela, ou de faire des propositions toujours argumentées et non pas violentées, comme on le trouve trop souvent dans ce que certains appellent l'espace public, qui n'a rien à voir avec tout ça. Voilà, donc il y a ambiguïté du mot, mais en l'occurrence, je vous l'ai dit, soit vous êtes technique, et à ce moment-là, art public, c'est la dénomination juridique, surtout si vous vous trouvez devant un problème qu'il faut faire passer devant les tribunaux, et là, les juges ont un certain nombre d'armes dans les mains, qu'elles soient justes ou pas, qu'elles soient bonnes ou non, c'est un autre problème, mais tout à l'heure, on me posait une question juridique, voilà, il faut prendre ça au sérieux et s'intéresser à cette affaire-là. Et si vous êtes du côté du public, eh bien, il faut jouer sur les doubles dimensions du public, le public au sens politique du terme, qui est lié à la démocratie, et le public au sens esthétique du terme, qui lui est lié à l'art d'exposition. Alors, quelle est finalement la question posée quand on parle d'art public, même si je prends art public au sens élargi maintenant, vous allez voir au travers des visuels qu'on peut jouer sur un certain nombre de choses. Ce qui est très important, c'est la chose suivante, c'est qu'il faut, pour penser correctement cette affaire du point de vue philosophique, référer à un événement et à 3 auteurs. Voilà, donc je vais vous donner cet ensemble, puis ensuite vous aurez toute l'occasion de faire des recherches pour raffiner un propos dont je sais qu'il va à l'instant beaucoup trop vite. L'événement, en l'occurrence, c'est la Révolution française. Bon, ça c'est incontournable. Si vous voulez parler de la démocratie moderne, il faut y référer. Si vous voulez parler de la France a fortiori, on peut élargir à l'Europe, on peut, etc. Mais dans tous les cas, il s'agit de quelque chose qui tourne autour de cette affaire-là. Qu'est-ce que ça veut dire la Révolution française? Je ne vais pas vous raconter tout ce que vous connaissez. C'est juste le problème de la révocation des places intouchables. C'est ça la question démocratique sous l'angle de la Révolution française. C'est-à-dire que à partir de ce moment-là, les places publiques, les places, excusez-moi, pas les places physiques, les places, la place à laquelle vous asseyez, la présidence de la République, le Premier ministre, etc., toutes ces places-là sont des places qui désormais sont changeables. Il n'y a plus de pérennité possible, alors qu'auparavant, le roi était quasi éternel, puisque vous savez qu'on distinguait les deux corps du roi, le corps physique et le corps, le corps politique, et le corps politique, évidemment, ne meurt jamais. Donc, voilà, il y a révocation de la propriété des places, et c'est à ce moment-là qu'est rendue possible la notion de public. Parce que le public, c'est ça, c'est la possibilité de changer. Ce n'est pas pour rien qu'on dit parfois du président de la République qu'il est locataire de l'Élysée. C'est vrai, il n'est que locataire. Voilà, X temps, et puis après, il est soumis à vote, etc. Il n'y a pas de place éternelle, il n'y a pas de place fixe, etc. Tout peut constamment changer. C'est très important parce que vous allez voir la répercussion sur les déboulonnages et la manière dont on maltraite cette question qui est une question absolument fondamentale. Donc la Révolution française nous débarrasse pour aller vite du théologico-politique, voilà, de toutes les fixations, de toutes les fondations, de toutes les éternités, de tous les absolus. Et puis je vous ai promis 3 auteurs, je vous les nomme et puis après vous retrouverez facilement sur Internet. Le premier c'est Jules Michelet. J'en ai besoin parce que je vais vous raconter tout à l'heure un petit bout d'anecdote à son sujet. Jules Michelet qui théorise la primauté du vide dans la question démocratique. Le vide, je ne parle pas du vide intersidéral, je ne parle pas de etc. Le vide, c'est comme le jeu du taquin. Je ne sais pas si vous avez joué à ça, c'est peut-être pas vos générations, je ne sais pas. C'est un jeu dans lequel vous avez des petits carrés, il y a 10 places, mais il y en a 9 et une vide. Bah, évidemment, la place vide est nécessaire puisque c'est celle qui vous permet de faire changer les petits carreaux. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est ça la démocratie.
C'est ça, il y a un vide fondamental constitutif de la démocratie. Je dis pas un vide pour vous faire peur du vide. Un vide, ça veut dire que tout est renouvelable en permanence. Rien ne peut être fixe et donc il faut que ça circule. Bon, c'est ce pourquoi vous pouvez être, vous, comme citoyennes et citoyens, par exemple, être appelé dans un procès en assises. Quand il faut prendre le jury, c'est tiré au sort. Les jurés sont tirés au sort sur les listes électorales, etc. Voilà, c'est un vide, ça circule. Il n'y a pas de juré éternel. Ça n'est pas jouable. Donc, ça, c'est Jules Michelet. J'expliciterai pourquoi tout à l'heure. Jean-Jacques Rousseau, le deuxième, c'est très important parce que lui, il contredit tout le monde. Alors ça commence à m'intéresser. Voilà, dans un texte de 1700, je peux me tromper, 56 ou 57, qui s'intitule « La lettre à d'Alembert sur les spectacles », il développe toute une partie de son texte sur l'idée suivante. Alors, c'est l'idée qui m'intéresse, vous laissez tomber Rousseau. Et il dit, mais pourquoi donc voudrait-on commander et installer des œuvres d'art public au milieu d'un peuple qui n'en a pas besoin? Alors là, ça vous accroche l'oreille. Tout d'un coup, on se dit, mais ça y est, on va tout débarrasser, il n'y aura plus rien. Bon. Parce que son idée est la suivante, et ça, c'est assez remarquable, c'est qu'un peuple libre, démocrate, est un peuple qui est à lui-même son propre spectacle. Alors, pourquoi donc mettrait-on dans les lieux publics des spectacles supplémentaires ? Vous appréciez ou non le raisonnement, moi ce qui m'intéresse c'est justement ces raisonnements et la manière dont ça se constitue. Je trouve ça assez subtil, c'est intéressant parce que ça contredit tout le monde et c'est justement ce que personne ne dit, mais voilà, c'est intéressant de s'intéresser. Vous pouvez le lire, il y a 6 pages, 7-8 pages maximum, vous lisez l'épisode des Montagnons et c'est très intéressant. Et ça contredit justement un Voltaire qui lui voudrait mettre des statues, des œuvres, des machins, etc. Partout et meubler Genève. Alors en plus, comme Rousseau, comme vous le savez, les citoyens de Genève, s'il y a bien un truc qui le dégoûte, c'est à la fois Voltaire et qu'on touche à Genève. J'ai oublié un dernier, donc dernière référence, Friedrich von Schiller, l'ouvrage de 1794 qui s'intitule « Les lettres sur l'éducation esthétique de l'homme ». Alors, à l'époque où on parle d'éducation artistique et culturelle, je veux dire, c'est l'ouvrage incontournable, totalement incontournable. Donc, je ne vais pas vous en faire l'article complètement, mais ce qui m'intéresse, c'est que lui place la question de l'art, et notamment de l'art public, au fondement même de la possibilité démocratique. Donc, parce que l'art, les œuvres d'art ont la propriété de transformer, de nous transformer chacun dans notre face à face avec les œuvres, nous sommes poussés d'une certaine façon vers la morale, la science, puis la politique. Autrement dit, il n'y a de bons citoyennes ou citoyens que ceux qui ont été formés esthétiquement, parce que c'est l'esthétique qui les délivre justement vers la possibilité de la politique. Voilà, je vous ai présenté 3 personnages qui disent 3 choses différentes. À vous, évidemment, de choisir, de réfléchir, de travailler, etc. Mais c'est 3 choses intéressantes. Michelet, c'est il nous faut du vide. Je vais le dire tout de suite. Rousseau, c'est surtout pas, rien du tout. Si le peuple est démocrate, alors reste à savoir s'il l'est. Et Schiller, qui travaille quasiment à l'intersection des deux, je sais qu'un peuple n'est pas démocrate, etc. Donc il faut le former à la démocratie par l'art. Et en même temps, s'il faut du vide, il faut quand même mettre quelque chose dans le vide. Bon, je l'ai fait bref, mais le raisonnement de Michelet que j'ai laissé de côté est juste, c'est pas un raisonnement, c'est un historien de la Révolution française, donc il en rend compte, etc. Et puis tout d'un coup, il tombe sur une chose absolument extraordinaire. Et je vous conseille de vous y heurter, ça tient en 3 pages. En général, on les saute, et puis moi, je me suis accroché là-dessus, et ça a déclenché énormément de réflexions. Il dit, à propos de la Révolution française, quel héritage nous a laissé la Révolution française? Et il dit une seule chose, le vide. Alors bon, vous lisez ça, vous lisez la page, vous torturez les méninges, le vide, c'est quoi, machin, etc. Bon, alors il faut réarticuler le texte, etc. et s'apercevoir que le vide dont il parle, c'est le champ de Mars. Il s'agit d'une analyse de Paris, je vous signale que c'est toujours vide. Et c'est pas pour rien. Et la justification est la suivante, il faut que dans les démocraties, il y ait un espace vide pour que le peuple puisse s'y rassembler. Et si vous y mettez des choses, eh ben, ça n'est plus un espace vide, donc le peuple ne peut plus se rassembler. Si le peuple ne peut plus se rassembler, il n'y a pas de démocratie, etc., etc. Vous faites les chaînes dans tous les sens. Voilà, vous avez 3 personnages centraux, si ça vous intéresse de réfléchir profondément à toutes ces questions-là.
Cinquième point, cinquième perspective, je voudrais rappeler qu'il n'existe pas justement d'art public sous tous les régimes politiques. Et je distingue un certain nombre de catégories, je vous les propose. C'est évidemment à vous de réfléchir autour de cette affaire. Je distingue l'esthétisation du politique. Alors, ça joue sur très peu de mots, hein, donc il faut juste faire attention. L'esthétisation du politique, c'est grosso modo ce que vous pouvez rencontrer, ce que vous pouvez observer dans les cadres monarchiques, en l'occurrence monarchique absolue, pour ce qui est de l'époque considérée si le duc d'Anjou devant la forteresse d'Anjou, mais ça n'a pas d'importance. Vous pouvez parler de Versailles, vous pouvez parler de ce que vous voulez, etc. Bon, on est dans un cadre très particulier. Alors, la propriété, c'est premièrement qu'il n'y a pas de public. Il n'y a pas de lieu public puisque le roi est propriétaire de la totalité du sol, du sous-sol. Et d'ailleurs, au passage, c'est la différence fondamentale entre la monarchie française et la monarchie anglaise qui a donné deux pays industrialisés complètement différemment puisque chez nous, le roi est propriétaire de la totalité alors qu'en Angleterre, à l'époque, au XVIIIe, le roi n'est pas propriétaire du sous-sol, ce qui a permis à tous les propriétaires terriens de creuser en dessous et par conséquent de découvrir les mines et d'avoir des mines qui ont été développées bien avant les mines de France, parce qu'elle, il fallait l'autorisation du roi. Je passe là-dessus parce qu'il faudrait tout développer, mais il n'y a pas de public, donc il n'y a pas d'espace public, il n'y a pas de lieu public, etc. Tout appartient au roi. C'est aussi banal, maintenant c'est une monarchie constitutionnelle, je ne devrais pas le dire, mais c'est aussi banal que si, à l'occasion de quelques festivités récentes, on vous a rappelé que la reine d'Angleterre était propriétaire de tous les signes du royaume. Ben oui, bien sûr, puisqu'elle est monarque. Voilà. Donc, vous ne touchez pas aux signes. Bon, c'est la même chose ici, vous ne touchez pas au public, à l'espace public. À distinguer de l'esthétisation de la politique, là, on est plutôt du côté des pouvoirs forts, dictature et autres, je vais aller jusqu'au nazisme, évidemment. À ce moment-là, c'est le pouvoir, mais sans référence à la propriété, qui occupe tous les espaces, etc. Ici, La Roche-sur-Yon, donc le Napoléon sur son destrier. Évidemment, je ne développe pas, mais vous pouvez aller chercher du côté de Walter Benjamin, toutes ces considérations sur cette question-là, elles sont fondamentales. Évidemment, ça vous donne la question nazie, l'esthétisation de la politique, le chef identifié au peuple, et puisque le chef est identifié au peuple, le chef peut être mis partout, il peut être placé absolument partout, il peut commanditer les cérémonies qu'il veut, etc., etc. Et ça vous donne ici Nuremberg, sauf erreur de ma part. Là, je vous renvoie aux commentaires de Hannah Arendt, aux commentaires d'Éric Michaud, bien sûr, le très très beau livre qui s'appelle « Un art pour l'éternité » et qui concerne toute cette période-là. À distinguer, non, c'est la même chose, pardon, l'esthétisation de la politique, ça c'est la version chinoise. Vous voyez en plus l'avantage pour prendre des photos, je vous dis, c'est pas triste. Si vous tenez compte du brouillard, hein. Enfin, troisième possibilité, donc différente, l'esthétisation du politique, la monarchie, l'esthétisation de la politique, les pouvoirs forts, etc., qui colonisent les espaces publics. Troisième possibilité, la politique esthétisée, cette fois. Ce sont des catégories que j'ai élaborées dans ce livre, etc. Vous pouvez vous rebeller, vous pouvez les discuter, c'est évidemment extrêmement intéressant. Donc la politique esthétisée, disons la Troisième République, elle a été justifiée par des philosophes, je passe, elle a été justifiée par un certain nombre de personnes, et elle comporte, je crois qu'on en a parlé, l'hypothèse du public. Alors ça, c'est fondamental. Donc il y a cette fois un public, mais la ville... L'urbanisme est centré, ce que je disais tout à l'heure, avant 1982. L'ensemble est constitué autour d'un principe d'incarnation, c'est-à-dire que la statue représente le personnage. Et ça, retenez-le bien, parce que dans les déboulonnages, c'est ce qu'on va voir réapparaître. Parce que s'il y a eu des discussions sur les déboulonnages, c'est que tout le monde a cru qu'en déboulonnant une statue, on déboulonnait la personne. Ce qui est évidemment complètement erroné. D'autant plus qu'en général, les personnes en question étaient mortes. Une volonté aussi de transmettre des valeurs, et notamment la valeur de l'unité à l'ensemble, etc. Donc, le voyage des scolaires au pied des statues pour, etc., etc. Le texte de Baudelaire que je vous citais tout à l'heure sur ces statues abominables qui nous dominent, qui nous surplombent et qui sont insupportables.
mais aussi ce vide qui existe, c'est-à-dire la place publique dans laquelle on peut rassembler les citoyennes et les citoyens, construire des cérémonies. Le 14 juillet s'opérait jusqu'à une certaine époque sur la place centrale, etc. etc. Et on y célèbre aussi, à contrario, je vais vous le montrer après, la puissance contre l'ennemi. Enfin, c'est des thèmes, si vous les écoutez aujourd'hui à relire au travers de l'Ukraine, du Kosovo, etc., dont je vous parlais, enfin, ça a des résonances, simplement des résonances. Il ne s'agit pas d'identifier. Troisième République, la construction, par exemple, du Gaulois. Ici, Vercingétorix, tout le monde sait que Vercingétorix, ce n'est pas ça du tout, hein, les historiens le savent, etc. Mais c'est la construction d'un personnage curieux qui est purement littéraire, en l'occurrence, c'est la narration publique, le personnage de Vercingétorix. Ça vous donne aussi les narrations autour de Jeanne d'Arc, ici à Chinon. Ça vous donne, alors là aussi, débat, etc. Attendez, c'est pas la Jeanne d'Arc de Paris, avec les 5 statues qui bornent les différents pôles de Paris, etc. C'est une toute autre. Elle est liée aux soldats tués là en dessous. C'est donc lié aux guerres de l'époque, etc. On est un tout petit peu ailleurs. C'est aussi les personnages des monuments aux morts, bon, bien sûr. Et voilà, c'est très exceptionnel, mais ça existe quand même. Une femme qui a survécu à l'esprit machiste de l'époque, George Sand, chez elle, à La Châtre. Voilà. Et puis on aboutit à 1982, un dernier aspect qui est différent, ce que j'appelle moi la politique esthétique civique. Voilà, donc vous avez 4 termes. Donc ici, la politique esthétique civique, on est renvoyé à la commande publique, à la naissance du Centre national des arts plastiques, le livre que je vous ai montré au tout début, le livre vert, l'ensemble créé par décret le 15 octobre 1982, avec pour mission, je vous lis le texte, de soutenir et promouvoir la création contemporaine dans tous les domaines des arts visuels. Voilà, bon, c'est le début, évidemment, vous avez tout le reste derrière, le développement de la commande publique, 83, etc. Je ne vous fais pas la genèse d'ensemble, mais ce qui m'intéresse, alors, c'est d'interroger cette affaire, c'est-à-dire, cette politique esthétique civique, à quoi est-elle liée? Et en l'occurrence, elle est liée à un problème très intéressant, qui est celui du passage de la question de la démocratie culturelle, de la démocratisation culturelle à la démocratie culturelle. Et donc, on a un changement complet dans le discours et dans les répercussions du discours. La démocratisation culturelle consiste à mettre à la disposition de tous ce qu'on appelle les chefs-d'œuvre de l'humanité, etc. La démocratie culturelle consiste cette fois à ouvrir les portes de la participation, à ouvrir les portes de la discussion publique, à ouvrir un espace public, à ouvrir aussi le rapport aux banlieues, à susciter de nouveaux théoriciens, etc., etc. Et là, si je n'avais en cité qu'un, parce que les 2 autres références sont allemandes, je les laissé tomber. Mais vous lisez Joël Zask, par exemple, notamment l'ouvrage qui porte sur les places publiques. Et ça vous donne, et on a changé très manifestement, et d'ambiance, et de perspective, et de discours. Ça vous donne, par exemple, ici, Patrick Reynaud à Givors. Alors, ce n'est pas rien, le geste, je ne sais pas si je ne fais pas d'analyse artistique, mais le geste, c'est quand même l'Arc de Triomphe, tout d'un coup, agressé et plié. Bon, vous êtes bien dans la question du roman national qu'on interroge. Est-ce que ce roman national, puisque vous êtes parisien ici, vous avez vu les Arcs de Triomphe, ici, vous avez quand même quelque chose qui déborde des Arcs de Triomphe traditionnels. Ça vous donne Philippe Ramette, par exemple, à Nantes, le problème des héroïnes. Voilà. Qu'a-t-on fait des héroïnes? La pauvre gamine là, qui essaye de monter sur le socle. Voilà, puisqu'on en parlait tout à l'heure, une des pastilles du Jan Libetz en hommage à Arago. Donc, je vous ai raconté, je passe. Vous avez aussi la critique des ronds-points. Ici, à Villeurbanne, aussi un patrimoine. Je signale au passage, pour juste le plaisir humoristique, de frayer un peu avec nos voisins anglais qui nous ont quittés, là. Les Anglais, tous les ans, en septembre, après les vacances, c'est la BBC qui fait ça, propose en discussion un concours sur le plus laid rond-point de France. Voilà. Et tous les ans, il y a un rond-point qui est nommé comme le plus laid des ronds-points de France. Je vous conseille, en septembre, vous écoutez la BBC, vous trouvez l'émission, c'est très intéressant. Fabrice Hibert, vous voyez qu'on a changé de terrain.
par rapport au roman national, on est en train de parler d'autre chose d'une certaine façon, mais est-ce qu'on est en train de parler de quelque chose qui ne concerne pas le roman national, ou est-ce qu'on est au contraire en train de parler du roman national, mais différemment? C'est ça la question. Bon, en l'occurrence, Fabrice Hibert, donc la question du sida, c'est au parc de la Villette. Je suppose que vous avez déjà vu. Bon, vous connaissez par cœur les deux plateaux de Daniel Buren. Voilà. Alors, même chose, discussion au niveau du roman national. Quand vous êtes devant un artiste qui travaille sur la géométrie, je ne vous raconte pas entièrement Bernard Venet, mais en l'occurrence, voilà, quelle place est-ce que cela prend dans l'art public, c'est-à-dire le roman national, et la manière dont nous nous interrogeons comme démocrates sur notre propre développement et la manière dont nous voulons travailler nos rapports entre nous. Sarkis à Célestat, là c'est la poésie rentrant dans les lieux publics et suscitant des discussions publiques, voilà, donc sous la forme de plaques de rue, tout un poème mis sur les remparts de la ville de Célestat. Nicolas Millet, alors là on est revenu plus directement sur les questions politiques du roman national, célébrant la res publica, ce que vous ne pouvez évidemment pas dissocier quand vous parlez du public. Il faut évidemment parler de la res publica, de la chose publique. Pascal Martin Tailloux, je l'ai mis en rappel de ce que je vous ai montré tout à l'heure sur l'Ukraine. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il avait travaillé en Ukraine, etc. Voilà, c'est juste pour faire un rebond à l'intérieur de mon commentaire, mais moi, ce qui m'intéresse dans l'affaire, évidemment, c'est contre tous les discours, je vais nommer personne, mais contre tous les discours sur l'identité nationale, il nous faut une identité, machin, etc. Voilà, c'est la célébration de la diversité, et de la diversité qui n'est pas faite d'ailleurs n'importe où, puisqu'il s'agit du 12e arrondissement de Paris. Et puis, pour prolonger quand même mon propos sous-jacent sur les femmes, qui existent quand même très très peu, parce que toutes les listes que je vous ai montrées, si vous les parcourez, vous n'avez pas trouvé énormément de femmes artistes. Là quand même, la Biennale de Vierzon 2022, donc elle a ouvert il y a 3 semaines et elle court jusqu'en janvier, je crois. Enfin des femmes, et 2 œuvres qui ont été choisies dans les œuvres de la Biennale. C'est une Biennale féminine et féministe, strictement parlant. Et 2 œuvres qui ont été choisies pour devenir des œuvres d'art public. Vous avez les noms, donc Texier et sa collègue. Pour donner quand même quelques détails, les aiguilles, alors vous les voyez peut-être mal, hein, les aiguilles qui sont là-bas sont des aiguilles à tricoter qui ont été travaillées par Texier avec les femmes de Vierzon qui ont été, durant l'industrialisation de la ville de Vierzon, qui ont été vouées à faire les tricots divers qui étaient placés ensuite dans les machines-outils et dans les automobiles. Voilà. Donc c'est un vrai travail fondamental. Si un jour vous êtes intéressé par toutes ces questions-là, au fond, voilà, on pourrait rediscuter. C'est un tableau que je vais passer malheureusement très très vite parce que je voudrais arriver à mes légitimations, mais c'est un tableau qu'on peut construire pour différencier les époques dans l'ère démocratique moderne, strictement parlant. Voilà. Mais c'est intéressant de voir. Alors, les légitimations. Encore une fois, si vous voulez vous attaquer au roman national, aux narrations nationales, à la manière dont se constituent justement des valeurs et des valeurs en public, ou si vous vous intéressez à la manière dont on produit la cité en public et publiquement et avec des œuvres publiques, il faut s'intéresser à ces légitimations. Alors, j'ai répertorié les légitimations les plus fréquentes. Il n'y en a pas beaucoup, mais elles sont toutes un peu délicate. La première, on justifie très souvent, vous verrez ça dans les discours, on justifie l'art public par le fait, voilà, sur le mode ça a toujours existé. Donc, autant continuer. C'est évidemment absurde parce que ça n'a pas toujours existé, etc., etc. Mais bon, voilà, il faut tenir compte de cette affaire. Deuxième type de légitimation qu'on rencontre très souvent, c'est l'art public est voué à l'éducation du peuple sous la forme d'un empirisme de la réception, c'est-à-dire plus les citoyennes et citoyennes voient d'œuvres dans les rues, etc., plus ils seront formés esthétiquement, artistiquement. C'est absurde, hein. Tout ce que je vous dis là est absurde, mais ça fait rien, ça compte. Je
passe sur les références philosophiques induites par tout ça, peu importe. Troisième type de légitimation, l'art dans la ville est destiné à renouveler la ville et à engager des artistes dans le rapport esthétique local. Bon, pourquoi pas, en l'occurrence, bon, renouveler la ville, je trouve que c'est un tout petit peu compliqué. Je ne suis pas sûr que l'effet soit toujours immédiatement celui d'un renouvellement de la ville, mais c'est à vous de voir et c'est une légitification possible. J'ai encore rencontré avec le conseil municipal de Bordeaux il n'y a pas très très longtemps, où ils ne comprenaient rien du tout à ce qu'ils faisaient. La dernière, c'est la légitimation par l'art et la ville, qui, cette fois, ouvre quand même sur l'objectif de travailler les partages de la société, de travailler au coin des conflits et donc de mettre, de travailler avec les artistes sur des choses qui engagent une démocratie participative, si vous voulez, plutôt que gouvernementale. Bon, ça, c'est une des possibilités. D'où alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe et comment peut-on réfléchir? Alors maintenant, des œuvres d'aujourd'hui, on est obligé de se poser la question de savoir évidemment où en est notre roman national. Vous le savez, je ne vais pas vous renvoyer aux hommes politiques que vous connaissez, aux hommes et aux femmes politiques. Les uns, c'est il nous faut l'identité est fermée, il faut exclure tous les autres, etc. Vous prenez tout le spectre et puis vous allez jusqu'à l'autre côté, la diversité, le divers, etc. Bon, ça c'est le problème du roman national. Mais dans quelle mesure est-il servi, par exemple, par des œuvres de performance? En l'occurrence, des œuvres de performance, mais de commande, celle-là, très précisément. Ça, c'est une question, je vous la livre, je pense qu'il faut la travailler. Dans quelle mesure est-ce qu'elle est elle aussi travaillée par les propositions de JR, en l'occurrence, propositions sur les ponts de Paris? Vous avez peut-être vu cet ensemble, Les yeux des femmes, celle-là, c'est les femmes d'Inde. Laurent Lacotte travaille justement, je le disais, sur les fragilités de la société, les drames, les difficultés, etc. Travaille aussi sur... Voilà, travaille aussi sur le renouvellement. Alors ici, la question s'est posée à Rouen. La solution, vous la trouverez vous-même, je vous laisse voir, mais à l'occasion d'un déplacement de la statue de Napoléon sur la Grande Place de Rouen, l'idée c'était, et si on la supprimait, et si on la remplaçait par une œuvre en hommage à Gisèle Halimi? Voilà, et en plus une femme, etc. etc. Voilà, bon. Bonne question, en l'occurrence, puisqu'elle est directement liée à ce que nous voulons ensemble de notre République et de la manière dont nous fonctionnons démocratiquement. Comment faire émerger des héroïnes? Ici, le travail de Anna Kokolo, en l'occurrence, le travail est derrière elle. Vous l'avez en premier plan, mais il est derrière elle, la présentation de femmes qui ont été héroïnes dans leur genre, dans telle ou telle partie, dans tel ou tel problème qui était posé dans des sociétés différentes, évidemment. Travail de Jean-Michel Othoniel à Niort, la question du ludique. Comment est-ce que vous faites rentrer la question du ludique à l'intérieur du roman national? Et ludique, dans ma bouche, n'est pas du tout négatif. Ludique, je l'entends carrément au sens de Schiller, la pulsion de jeu et le jeu. Travail, alors là, excusez-moi, j'ai dit une bêtise, vous ne m'avez pas arrêté, c'est Jacques Ondelat. Voilà, il fallait m'arrêter. En plus, c'est écrit, sauf erreur de ma part. Bon, vous m'avez laissé comme ça délirer tout seul. Bon, Jean-Michel Othoniel, ici, célébration locale, strictement célébration des vignerons de la région de Vouvray. Voilà. Bon, est-ce que le local peut et comment faire partie du roman national? Voilà. Est-ce qu'une œuvre doit célébrer le local de cette façon-là? Et puis, pour des raisons extrêmement récentes de rapport à l'écologie, à l'écoféminisme, etc., le groupe TAC et cette œuvre qui va ensuite être déposée dans des lieux publics et qui est composée de deux parties. Une partie dans laquelle la diversité biologique est maintenue, le milieu, et autour des possibilités de s'asseoir et de discuter en public. Et j'en arrive, mais je vais terminer par là en accélérant peut-être un peu. La question dite des déboulonnages à juste ou à mauvais titre, voilà, ce qui donne par exemple, la Martinique, bon, ça a été connu, en l'occurrence Joséphine de Beauharnais, dont on a coupé la tête, etc. C'est pas rien que ce soit en plus Joséphine de Beauharnais, qui est une locale par rapport à la Martinique, etc. Enfin bon, vous avez tout un travail à faire, où une parmi des milliers d'autres, Federbe à Lille,
dont je vous rappelle qu'il était administrateur colonial au Sénégal, et donc on lui doit glorieusement un certain nombre d'exécutions et un certain nombre de drames et de difficultés. Moi, ce qui m'intéresse dans l'affaire, c'est évidemment les multiples enjeux qui se trouvent par là. Alors, première chose, je ne supporte plus les hurlements du genre « c'est affreux, mon Dieu, ils déboulonnent, ils vont tout déquiller, c'est je ne sais pas quoi », etc. Là, il y en a eu des tombereaux et des tombereaux d'imbécilité. Je voudrais juste rappeler, Baudelaire l'a déjà dit, il faut tout supprimer, c'est insupportable. Victor Hugo l'a dit lui aussi, dans un très beau texte qui est un hommage au bronze. Il dit « ça suffit, vos trucs, c'est insupportable ». Jules Vallès, mon Dieu, mais on va quand même pas indéfiniment nous apprendre à chanter la Marseillaise dans la rue. Bon, etc., etc. Donc, c'est une chose qui parcourt en fil rouge toute la question de l'art public dans le cadre démocratique que je me suis fixé. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que, contrairement à ce que beaucoup disent, le fait de déboulonner les statuts en question, un certain nombre de statuts, etc., prouve qu'ils sont très attentifs à l'art public. Ce qu'on a oublié de noter, curieusement quand même, parce que ça veut dire qu'il faut s'y intéresser, et en même temps, dans la plupart des cas, il fait des propositions de mettre quelqu'un d'autre à la place. Ce qui veut dire qu'ils tiennent à l'art public fondamentalement, donc ce n'est pas la peine de dire n'importe quoi. Troisième point, en revanche, alors il y a des problèmes, il y a un problème qui me paraît fondamental, deux si vous voulez. Le premier, c'est les manifestants restent bloqués sur le principe de l'incarnation. Et ça, je trouve que c'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'ils fonctionnent encore sur la croyance dans le fait que déboulonner la statue, c'est se débarrasser du personnage visé. Comme si derrière la statue, il y avait, on est en pleine théorie classique, 18e, esthétique banale, de la représentation, toute œuvre d'art représente quelque chose qui est derrière elle, etc. Donc on vise le personnage au travers de son... Ça, je pense que c'est une erreur. Et puis il y a un deuxième problème absolument fondamental dans l'affaire, c'est que je pense qu'il aurait mieux valu s'attaquer à des statues éminemment racistes. Et ça existe. Parce que celles-là, ce sont les personnages. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Ce sont les personnages représentés qui étaient racistes. Mais la statue, en l'occurrence, n'est pas raciste. Je ne sais pas si vous voyez le jeu, c'est une vraie difficulté. Tandis qu'il existe dans l'espace public des sculptures, des œuvres racistes en tant que telles. Et curieusement, celle-là, ça n'a l'air d'intéresser personne. Alors, je vous renvoie, pour simplifier, notamment à un livre, le livre de Françoise Vergès, vous avez le nom sous les yeux, qui a travaillé avec un groupe d'étudiants sur le 12e arrondissement de Paris, donc de la Porte Dorée, si vous voulez, etc. Et donc, elle a étudié le monument au capitaine Marchand, voilà, qui est authentiquement raciste. Vous avez juste à côté une autre œuvre, puis alors, vous avez aussi toutes les façades du palais de la Porte Dorée qui sont éminemment troublantes, ce qui ne veut pas dire qu'il faille le démolir en tant que tel, mais il faut certainement remanier complètement le roman national autour et les discussions autour de cette affaire, parce que ce n'est pas possible qu'on laisse les choses comme ça. Alors, des solutions par rapport à tout ça, vous en avez un certain nombre. Voilà. Bon, la facilité, bien connue, c'est on ne fait rien. Alors, vous avez un président de la République, comme vous le savez, qui s'est déchaîné à la télévision, on touche à rien, etc. Enfin, bon, ce qui est absurde, évidemment, puisque la question est posée, elle nous concerne tous, elle ne peut pas ne pas être traitée. En l'occurrence, bon, on ne peut pas dire ça n'existe pas, je ne veux pas entendre parler. Bon, d'accord. On ne peut pas déclarer que tout est immuable, alors que je vous montre depuis tout à l'heure que le principe même de la démocratie, c'est que tout est muable. Voilà, alors il faut assumer notre affaire jusqu'au bout. La deuxième solution, c'est évidemment le musée des monuments français. Donc transporter les œuvres dans le musée des monuments français, puis se demander ensuite ce qu'on peut faire du reste, etc. Je ne sais pas si vous connaissez le musée en question, c'est donc au Trocadéro. Voilà, où me semble-t-il, à minima, discuter quand même. Discuter, c'est la moindre des choses. Discuter ces choses-là, discuter cette affaire, discuter les déboulonnages, discuter de ce que nous voulons, discuter de etc., etc. Et en même temps, il y a des propositions qui me paraissent intéressantes, qu'on a peu évoquées en France, mais qui voilà, que je crois assez intéressantes. Une proposition en Algérie. Algérie, le grand pavois de Landowski. Alors, il est sous la structure que vous voyez. Il est entouré d'une structure. Non, je vais vous le montrer autrement. Le voilà. Ça, c'était le monument tel qu'il était en 1900. J'ai oublié la date, je ne la vois pas d'ici. Donc, vous l'avez sous les yeux, vous vous débrouillez. Ce monument, le voilà. Donc, décolonisation aidant, la question s'est posée de savoir qu'est-ce qu'on fait avec ce monument.
Et ils ont décidé de ne pas le démolir, mais de faire quelque chose avec. Ici, l'œuvre est en restauration et ils l'ont recouvert, vous avez les noms. Ils ont chargé un artiste de faire une structure dans laquelle l'œuvre est enfermée de telle sorte qu'elle soit préservée, mais qu'en même temps, elle n'existe plus visuellement de cette façon-là. Bon, il s'avère qu'il y a quelques années, un pan de la structure en béton là, est tombé, donc voilà, elle est en restauration là, et quand elle a été remise en place, il y a une artiste performeuse qui est allée faire une performance devant l'œuvre en rappelant toute cette histoire et en jouant de la différentielle entre la première époque, la deuxième époque et sa propre époque, puisque c'était en 2021. Autre possibilité, pourquoi pas. Ici, vous êtes devant un monument nazi. Alors, mes exemples sont allemands parce que, bon, pour des raisons personnelles, je suis plus familier de ces affaires-là. Donc, à Hambourg, un monument nazi qui n'a pas été éradiqué et qu'ils ont décidé de garder pour, justement, montrer ce de quoi il s'agissait, mais en même temps, ils ont demandé à un artiste de faire justement avec, autour et dans cette œuvre d'une certaine façon, une autre œuvre pour bien marquer le décalage et pour bien remettre en question le roman national à partir de là. Les deux dernières sont l'hypothèse des Stolpersteine, c'est-à-dire des pierres de mémoire mises devant les bâtiments dans lesquels des personnes ont été d'abord prises par la police, puis envoyées en camp, puis exterminées. Bon, ça c'est assez connu. Et la dernière qui a ma préférence, très très largement, vous imaginez le Parlement français. Alors Hans Saake, dont je vous présente une œuvre, avait proposé à Paris, au Palais Bourbon. Ça a été refusé, il a proposé en Allemagne et ça a été accepté. Au sommet de ces deux palais, vous avez la mention au peuple, alors au Reichstag, au peuple allemand, et à Paris, au peuple français. Bon, la proposition de Hans Saake, compte tenu de l'histoire que vous connaissez, de la période, etc., a proposé qu'on substitue à cette formule au peuple français ou au peuple allemand, la formule à la population allemande ou à la population française. Ce que vous avez là, Bevölkerung, ça veut dire la population et c'est pas le folk, le peuple. Et en Allemagne, donc ils l'ont accepté et elle est placée en plein cœur du Reichstag. Voilà. À Paris, ils ont refusé carrément. Non, c'est pas possible, on veut pas. Et la mention Bevölkerung porte sur est posée sur un tapis de terre qui ont été récoltés dans toutes les régions d'Allemagne, il est proposé dans toutes les régions de France, etc. etc. Voilà. Pourquoi ça m'intéresse? Parce que c'est une des possibilités d'un autre roman national que le roman national strictement nationaliste. Voilà, ça englobe non seulement les citoyens et les citoyennes légalement parlant, mais tous les habitants, toutes les habitantes, etc. Et là, on est dans un tout autre contexte.